Oui, bien sûr. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas... Il ne s'est rien passé pendant la guerre, on vivait normalement. Ouais, d'accord. Elle a su que ses parents étaient morts, qu'il y a eu toutes les procédures d'indemnisation avec l'Allemagne qu'elle a refusées. Ça impliquait une enquête pour savoir s'ils étaient vraiment morts. J'ai été déporté le 2 septembre 1943 par le convoi 59. Dans ce convoi, comme certainement beaucoup d'entre vous le savent, les convois étaient au départ de Drancy de 1000 personnes. Nous avons été réceptionnés par les SS du camp qui nous ont fait descendre du train. Il a fallu descendre toutes les personnes qui étaient décédées pendant ce voyage. Et ensuite, on a eu une sélection sur la rampe d'Auschwitz. Il y avait des camions qui ressemblaient à des ambulances de la Croix-Rouge. Et ils ont dit aux gens, si vous êtes fatigués, les personnes âgées, les femmes et les enfants, vous montez, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres à faire jusqu'au camp, vous arriverez plus vite. Donc toutes ces personnes sont montées dans les camions. Et nous sommes partis à pied jusqu'au camp. Quand nous sommes arrivés, on a commencé à demander ce qu'étaient devenues les personnes qui étaient montées dans les camions. Et les déportés qui se trouvaient déjà dans le camp nous ont dit, vous regardez, il y a la cheminée qui fume, ils sont passés dans le crématoire, il n'y a pas de survivants, en nous annonçant d'emblée. Ici on rentre par la porte et on ne sort que par le cheminée. On voyait nos amis les unes derrière les autres mourir les unes après les autres et finalement on s'installe dans l'horreur du quotidien en disant un jour de survie, une heure de survie et finalement les transports qui continuent à arriver de France, on allait aux nouvelles, alors on nous disait que arrivé en début juillet 44, les transports qui arrivaient de France nous disaient bien sûr que les Américains avaient débarqué, qu'on allait être libérés, qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Ça nous faisait patienter, ça nous faisait remonter un peu le moral et puis finalement rien ne changeait dans le camp. Plus ça allait, plus les convois s'accéléraient. Jusqu'au jour où on est arrivé en janvier 45. Là on a eu l'appel comme d'habitude. Et on nous a dit, bon, vous prenez vos affaires et on sort du camp. Et c'est là ce qu'on a appelé par la suite la marche de la mort. C'est-à-dire que le 17 janvier 45, on a quitté le camp de Birkenau à pied. Et on a marché comme ça pendant des jours et des jours, jusqu'au moment où on est arrivé dans une gare, où il y avait des wagons découverts, on nous a mis là-dedans. On était presque soulagés parce qu'on avait fini de marcher dans la neige et vous savez quand on a passé 1 an et demi dans le camp de Birkenau, de voir dans l'état où on était et subir cette marche qui a été quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire qu'on marchait en rang par 5 et dès l'instant où on sortait du rang et nous étions encadrés par des SS qui tuaient sur place les gens qui sortaient des rangs. Et ça a été une véritable hécatombe. On est arrivé comme ça jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Je suis arrivé au camp de Bergen-Belsen au début février 1945. Et le 5 mai, le camp a été libéré par les Américains. Et de là, évidemment, on est sorti du camp. On a marché encore jusqu'à Linz et de là on n'a pas pu aller plus loin. On a été récupéré par des prisonniers français qui ont essayé de nous nourrir un peu et quand les Américains sont arrivés, ils ont été trouvés en disant qu'ils avaient récupéré 2 femmes qui étaient pratiquement mourantes. Donc ces officiers, enfin ces médecins américains nous ont soignés. On avait le typhus avec une amie que j'avais connue à Drancy. Et de ce transport de septembre 1943, sur les 106 femmes que nous étions entrées dans le camp, nous sommes revenus à 2. Et ensuite, en juin 45, nous étions pratiquement les dernières à rentrer en France. Et je me suis retrouvé donc à l'hôtel Lutetia, où
là où il y avait des foules de gens qui venaient chercher des nouvelles, consulter les affiches, de voir les déportés qui rentraient. Ceux qui ont eu de la chance de retrouver leur famille ont été récupérés par leur famille. Et moi, je me suis retrouvée toute seule parce que toute ma famille avait été déportée. Et je me suis retrouvée toute seule à 17 ans. Chacun s'était dispersé et retourné chez soi. Je pense qu'il m'a fallu pratiquement 5 ans pour essayer de refaire surface. Et puis finalement, je me suis mariée. J'ai 3 enfants, 3 garçons. J'ai 6 petits-enfants. J'ai 6 arrière-petits-enfants. Et c'est une revanche sur la vie, parce qu'avec beaucoup de volonté, d'énergie, on arrive quand même à refaire surface. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre entière disposition. Merci. À Auschwitz, au début, c'était un des camps de concentration. C'est de l'année 1942, quand on a décidé de procéder à éliminer les Juifs, qu'Auschwitz est devenu aussi un centre le plus grand d'extermination des Juifs dans toute l'Europe. Et une année après sa fondation, Himmler, il est venu pour la première fois à Auschwitz. Il a ordonné au commandant du camp Rudolf Höss de construire à 3 km d'ici le 2e camp à Birkenau. À part des baraquements, ont été aménagés d'abord 2 chambres à gaz provisoires et après on a construit au camp de Birkenau 4 très grands crématoires avec chambres à gaz chacun. Étant donné que les gaz, ce sont des granulés qui étaient mis dans des paniers qui descendaient jusqu'au sol. Par conséquent, la diffusion du gaz, elle se faisait par le bas. J'ai l'odeur dans le nez. Mais bon, est-ce que je peux faire partager l'odeur? Est-ce que je peux faire partager l'image? Est-ce que vous la voyez, la femme qui est là, en train d'uriner dans ses mains et qui se frotte avec ses urines? On ne se soignait pas. On avait peur d'aller aux rivières. La rivière, c'était l'hôpital. Et c'était là qu'il y avait les sélections après. Donc, on se soignait comme on pouvait. Et le bouche à oreille disait que les urines, il y a de l'ammoniac dedans et ça cautérisait les plaies. Quand on rentrait le soir, on était tellement fatigués que dès qu'il y avait le couvre-feu, on s'écroulait et on était assommés par la fatigue. Alors quand on me dit à quoi vous pensiez, mais je ne pouvais pas penser. Je ne savais pas penser. J'étais complètement vide et on me disait tu fais ça, je faisais ça. Charles même cherché à me poser la question et pourquoi que je fais ça. Oh, je fais ça, tu fais ça. Il ne me serait même pas dit une idée de dire non, je ne veux pas faire ça parce que c'est trop dur. Non, fais. Et puis voilà, j'étais un robot. On m'avait mis une disquette dans la tête et puis c'était la disquette qui commandait. C'est un système binaire la vie ici. C'est plus, moins, ou 0, moins. C'est un système absolument binaire. Je dirais que chaque fois que le vent souffle ici, il porte un vent de douleur, un vent de tristesse et un vent de malheur. Ici se passaient les exécutions sommaires. C'est un endroit qui était réservé aux exécutions avec des petits calibres d'une balle dans la tête. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois en descendant. Et en passant, je voyais toujours ce sang rouge, bordeaux, je dirais, cette couleur, avec de la sueur qui était répandue dessus, et ce bruit que l'on entendait. Je voulais aussi dire 2 mots. Il y a beaucoup de médecins parmi vous et beaucoup de gens de la famille médicale. Vous savez, les médecins ont été prépondérants dans le système racial nazi et surtout à Auschwitz. Ce sont eux qui ont décidé à la descente des trains qui devait vivre ou qui devait mourir. Ce sont eux qui, au revire, faisaient les sélections qui avaient lieu d'une façon périodique. Le revire, c'était, comme vous le savez, l'infirmerie. Ceux qui étaient là, infirmiers, on faisait des sélections à l'infirmerie.
Et je le sais bien. Et je le sais bien pour beaucoup de raisons. Ce sont eux aussi qui faisaient les piqûres intracardiaques ou qui les faisaient faire par les infirmiers. C'est eux aussi qui réglaient les problèmes de nourriture. Dans le cadre de l'éthique médicale, je pense qu'il y a tellement à réfléchir comment des hommes aussi instruits, aussi capables, ont été de faire ce qu'ils ont fait à d'autres hommes en se considérant que des hommes étaient sans valeur, donc inutiles et sans valeur. On a même vendu des hommes et des femmes d'Auschwitz et de Birkenau. Et je tiens à le lire parce que c'est quelque chose qui est précis, qui est vrai, au moins qui dit ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'à Auschwitz on a vendu des femmes et on a vendu aussi des hommes, mais au camp qui ont été même pas vendus, qui ont été envoyés au Struthof en Alsace, qui était à l'époque en Allemagne devenue allemande, pour les assassiner et mettre leur squelette, leur visage et les mesurer, faire toutes les mensurations possibles et imaginables pour montrer ce qu'était la race, entre guillemets, la race juive. Mais j'en reviens quand la firme Bayer achetait des femmes à Auschwitz. Extrait de 5 lettres adressées par la firme Bayer au commandant du camp d'Auschwitz. Ces lettres trouvées à la libération du camp par l'armée rouge datent d'avril et de mai 1943. Première lettre. En vue d'expérimenter un soporifique, vous serait-il possible de mettre à notre disposition quelques femmes et à quelles conditions? Toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes sont faites par nous. Deuxième lettre. Nous accusons réception de votre lettre. Considérant le prix de 200 marks exagéré, nous offrons 170 marks par sujet. Nous aurions besoin de 150 femmes. Troisième lettre. D'accord sur le prix convenu. Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes que nous enverrons chercher très prochainement. Quatrième lettre. Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant, quoique les sujets soient très amaigris et affaiblis. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences. Cinquième lettre. Les expériences n'ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. À Auschwitz, nous étions une marchandise. Aujourd'hui, l'ère des témoins s'achève. Aujourd'hui, l'histoire chemine encore avec les historiens. Mais dans peu de temps, personne ne sera là pour dire avec nos mots, nous d'anciens déportés, ce que nous pouvons encore vous dire, ce qui a été notre vie, ce qui a été notre expérience. Nous ne pourrons jamais aussi répondre à ces truqueurs de l'histoire. Vous savez, Birkenau, Auschwitz, ça a été vraiment... On a voulu nous amoindrir, on a voulu nous assassiner, on a voulu nous tuer. Vous savez, on a tous souffert de la faim, du froid, parfois de la maladie. Nous n'avions rien, rien. Les seules consolations, c'était la parole d'un ami. C'était parfois le bras qui vous tenait pour partir. Mais bientôt, nous ne pourrons plus dire. Aussi, ce qui est terrible, peut-être davantage justement, c'est l'humiliation qui nous a été faite en permanence. C'est humilier l'autre. Et là, je m'adresse aux jeunes qui sont avec nous. Méfions-nous de considérer toujours l'autre avec la même valeur que la nôtre.
Tout homme est un autre homme et nous lui devons le respect justement parce qu'il est un homme et que nous le sommes aussi. Et sur cette photo, on voit bien que parmi les nouveaux arrivants, il y a quelques prisonniers du camp. Ils portent ces vêtements rayés. Ce sont les prisonniers du commando Canada. Vous savez déjà qu'ils s'occupaient des bagages des Juifs, mais ils aidaient aussi les nouveaux arrivants à la descente, à la préparation, à la sélection. Malgré les ruines, vous pouvez distinguer toutes les parties du crématoire. Cette partie au fond, où vous voyez le mur en briques, c'était la salle des habillages. Cette partie, juste devant nous, c'était la chambre à gaz. Vous voyez que le toit en béton s'est écroulé après l'explosion. Sur ce toit, il y avait 4 cheminées par lesquelles les nazis versaient le gaz, le Zyklon B. Et je dois vous dire que c'est la seule chose que les nazis faisaient ici. Ils versaient le gaz par les cheminées. Dans la salle des habillages, les hommes du commando expliquaient aux nouveaux arrivants comment ils devaient ranger leurs affaires, n'est-ce pas? Comme les porte-manteaux avaient 2 numéros, ils disaient souvent « N'oublie pas ton numéro, ainsi tu vas récupérer plus vite tes affaires après la douche ». Après le gazage, les hommes du commando transportaient le corps au rez-de-chaussée où il y avait 5 fours crématoires. Dans ce crématoire, ils pouvaient incinérer 1440 corps humains par jour. De l'autre côté, il y a des ruines du crématoire numéro 3 qui étaient le même, donc nous pouvons multiplier les rendements par 2. Les autres crématoires dans la forêt, dans les rues nous allons voir tout à l'heure, étaient plus petits. Dans les deux, ils peuvent incinérer environ 1500 corps humains par jour. Donc dans tous les crématoires du camp, les nazis pouvaient incinérer presque 5000 corps humains par jour, mais parfois ça ne suffisait pas. Et à Auschwitz I, nous avons vu la photo qui représentait l'incinération en plein air. Les nazis procédaient aux incinérations en plein air. Allah